Salut, bienvenue à Sur la ligne, le radio-podcast officiel de Tennis Canada. Mine de rien, on avance dans la saison asiatique. On se rapproche tranquillement de la Coupe Davis où on terminera l'année en beauté avec un certain Rafael Nadal. On va en parler un peu plus tard dans l'épisode parce qu'il a annoncé sa retraite. Comme vous le savez, probablement déjà la bombe, elle est tombée. Je rejoins mes collègues avant d'en parler. Charlotte Robillard-Minette, comment te portes-tu? Comment vas-tu? Ça va bien, ça va mieux parce que j'ai été un petit peu malade en fin de semaine. Je pense qu'il y a des petits virus qui courent. Il y a beaucoup de personnes autour de moi qui sont malades ou qui sont juste enrhumées. Donc là, je reprends du mieux. Je me suis reposée un petit peu en fin de semaine. Puis là, c'est ça. Je suis prête à repartir tranquillement dans les prochains jours. Oui, ben, c'est pas évident avec l'automne, la température qui refroidit. Dans le monde du sport aussi, dans le tennis, c'est peut-être un peu moins vrai, mais dans le monde du sport, ça brasse pas mal au mois de septembre et octobre. Et on sait que tu es occupé avec Tennis Canada également. Hugues Léger, que je rejoins au parc Jarry. Il a l'air de faire beau dans ton coin. Mon cher Hugues, comment vas-tu? Comment te portes-tu? Ouais, il fait quand même correct ce matin, un peu de vent, ça va bien. Je pense que j'ai joué mon dernier tennis extérieur dimanche, là, il faisait beau, j'ai dit ça y est, il faut y aller, il faut aller frapper, là. Donc j'ai pu avoir une bonne séance dimanche après-midi. Le temps s'est gâté après, puis là, je pense que les filets tranquillement vont commencer à être enlevés dans la plupart des municipalités. À Montréal, en premier, là, il reste encore une dizaine de jours et ça va être la fin, mais ça va bien, je suis en forme. Je suis content de savoir ça. Je suis content de savoir que tu es en forme. J'étais sûr qu'il y avait une suite à non, ça. Non, il n'y a pas de suite. Je suis content de savoir que tu vas bien. Prêt à attaquer le podcast. Let's go. Voilà. Je suis bien content d'entendre ça. Tu disais que les filets vont être retirés. Je suis curieux, Charlotte, étais-tu une fan de tennis intérieur? Est-ce que tes résultats sur le tennis intérieur étaient bons? Oui, là, il y a justement le tournoi du Saguenay, Banque nationale qui s'en vient, puis c'est toujours un tournoi où je performais plutôt bien, que j'appréciais aussi beaucoup de jouer quand même proche de la maison, pas si proche, mais plus proche que d'autres pays d'Europe ou d'Asie ou des États-Unis, d'autres endroits plus proches que ça. Donc, j'aimais bien ça. J'ai eu des bons résultats à l'intérieur, une surface quand même assez rapide. Je pense qu'avec mon gros service et ma puissance, surtout au niveau de mon coup droit, ça m'aidait beaucoup. Donc, mais par contre, j'aimais bien jouer dehors. Je pense que c'est toujours plus agréable d'être dehors, d'être au soleil, d'avoir le vent, juste la beauté de jouer dehors, c'est un peu différent, mais on est habitué malheureusement au Canada de devoir jouer plusieurs mois par année à l'intérieur. Puis, ça me permettait d'avoir des bons résultats dans les tournois parfois. Donc, c'est gagnant-gagnant, disons. C'est pas loin le Saguenay, honnêtement. Il y a beaucoup de monde qui ont cette perception-là que c'est loin, mais c'est un 4h, 4h30 là, de Montréal. C'est vraiment pas si pire. En tout cas, je ne vais pas me faire de fausses promesses, mais j'exclus pas d'aller faire un tour au Saguenay, puis peut-être me faire un trip hockey-tennis la semaine prochaine. Là, c'est là, ça commence le 20, là, du 20 au 27. Quand même une coupe de Canadiennes là-bas. Alors peut-être que je pourrais accumuler, faire une pierre deux coups et aller faire un tour. Là, c'est pas loin. Charlotte, vas-tu aller faire un tour pour Tennis Canada? Est-ce qu'il t'envoie? Non, mais j'ai une de mes amies qui joue le tournoi aussi, Carson Bronstein. Donc, j'avais comme une petite idée en tête de peut-être aller faire un tour, mais c'est pas juste comme au coin de la rue. Donc, aller faire un tour, c'est un peu complexe, mais je vais voir. C'est un tournoi que je tiens dans mon cœur. Ma meilleure amie qui vient de là-bas, sa famille qui est encore là-bas, puis un tournoi qui m'a tellement bien accueilli pendant des années. Donc, c'est sûr que j'aimerais retourner, mais je ne sais pas si ça va être cette année. C'est vrai, hein, Marie-Alex, c'est une fille du Saguenay, je pense. Hein? Oui, Marie-Alexandre Leduc, qui était au Centre national aussi pendant quelques années, qui est allée à l'Université de Clemson, venait de là-bas. Puis son père, en fait, c'est un peu triste, mais son père est décédé pendant le tournoi du Saguenay. Puis j'étais là pendant le tournoi. On avait même soupé avec son père le soir même. Donc, c'est des souvenirs tristes, mais que je me rappellerai toute ma vie aussi de pouvoir assister aux funérailles puis d'être là pour elle cette semaine-là. Donc, Saguenay a vraiment une place très, très spéciale. Beaucoup d'émotions rattachées à cette ville-là. J'avais quand même fait quart de finale cette année-là, malgré cette tragédie. Donc, puis Marie-Alex était là pour venir me voir jouer. Donc, c'est assez spécial comme moment.
Bon, on a une pensée pour Marie-Alexandre Leduc, puis on en a parlé souvent de l'inviter sur le podcast. Elle est bienvenue. Quand tu veux, tu pourras la contacter. Ça me fera plaisir de la revoir. J'ai déjà fait peut-être 1 ou 2 entrevues avec elle à l'époque où elle jouait chez les Géants. Ça me fera plaisir de faire d'autres entrevues. Ben, écoute, merci d'avoir partagé ce moment-là, Charlotte. Honnêtement, je ne suis pas sûr que tout le monde l'aurait fait. Alors, un moment personnel, là, et alors, et on en aura une peut-être à chaque année pour Marie-Alex, à chaque édition de Saguenay. Essayez d'aller faire un petit tour. Là. Je vais me regarder ça peut-être 1 ou 2 journées, là, aller faire un tour Saguenay, peut-être 3 jours là-bas. Là. Aller faire un tour, peut-être aller voir un peu de tennis. Je tiendrai au courant, peut-être créer du contenu également là-bas. Ben, puisqu'on y est, là, en parlant de Saguenay, là, je pourrais en parler un peu plus tard, mais il y a quand même quelques Canadiennes qui sont là. Stacey Fung qui est là, Carson, tu en as parlé. Carson qui pourrait très bien aspirer à gagner ce tournoi-là, on le sait, là, elle a quand même au final une bonne saison, particulièrement sur les tournois Challenger. Et Victoria Mboko qui va être là également. Elle n'a pas fait autant de vagues cette année qu'elle en avait fait dans les dernières années, mais c'est quand même peut-être un des plus beaux talents émergents qu'on a au Canada. Alors, ce sera peut-être une bonne idée de garder un œil sur Victoria Mboko dans les prochaines semaines. Et on en reparlera peut-être un peu tantôt dans le cadre de notre chronique de l'actualité du tennis canadien présentée par Tennis Giant, parce que ça en fait partie d'une certaine manière. Mais d'abord et avant tout, je veux qu'on commence avec la bombe, la nouvelle qui est sortie cette semaine, en fin de semaine passée, sur la retraite de Rafael Nadal, qui a confirmé que sa dernière participation à un tournoi allait être à la Coupe Davis au mois de novembre. Hugues, je commence avec toi. Commentaire sur cette retraite-là. As-tu quelque chose de spécial à dire sur Rafael Nadal? Oui, ben on savait qu'il y avait une condition récurrente au pied, là, qui est vraiment ça, qui aura probablement mis un terme à son parcours. Je pense qu'il a voulu rester le plus longtemps possible avant de prendre cette décision-là. Donc, ça a été annoncé à travers une vidéo, on l'a vu sur les réseaux sociaux au milieu de la semaine dernière. On perd un monument du tennis. Hein. Je pense que Nadal a un peu, avec Federer, évidemment, marqué plusieurs générations de joueurs, a encouragé, motivé, donné envie de jouer à plusieurs personnes. Et moi, ce que je retiens, puis je l'ai dit dans plusieurs médias depuis une semaine, c'est son degré de combativité, son acharnement sur chaque balle. J'ai rarement vu autant de volonté d'aller gagner un point. Donc, c'est quelqu'un qui je pense, qui a touché par sa manière de jouer beaucoup de personnes, beaucoup d'humilité, de sincérité aussi. C'est un très beau et grand champion qu'on perd en ce moment. Puis évidemment, s'il y a une stat à retenir, évidemment, c'est ses 14 Roland-Garros, le roi de la terre battue. J'avais dit qu'Borg avait gagné son 6e Roland-Garros. Impossible que ça soit battu, ce record de 6 Roland-Garros. Ben là, je pense que le 14 que Nadal a mis au tableau, il ne sera jamais battu, celui-là. Hey, pour vrai, 14, ne serait-ce que remporter 14 grands chelems. C'est fou, oui. 14 grands chelems, il n'y a à peu près personne qui a fait ça de toute façon. Puis lui, il l'a fait dans un seul et unique tournoi. Honnêtement, bon, il ne faut jamais dire jamais, là, mais wow, ça n'a quand même aucun sens. Puis écoute, peut-être qu'on t'a proposé ça tantôt, là, puis je pense que c'est une méchante bonne idée. On va faire une émission spéciale sur Rafael Nadal. Peut-être après la Coupe Davis. En tout cas, on en reparlera sur le timing avant ou après, là, mais sur Rafael Nadal pour faire un bilan de sa carrière. Et peut-être on essaiera d'inviter des gens qui ont joué contre lui, qui le connaissent un petit peu. Là. Alors, je pense que ça vaudrait la peine parce que il y a un argument à faire sur le fait qu'il peut être, en tout cas, si on ne rentre pas les statistiques là-dedans, peut-être le plus grand de l'histoire. Il y a eu le débat pendant tellement longtemps entre Federer et Nadal. Là, je pense que statistiquement, Djokovic a pris la pole, mais il y a un argument à faire, et venant d'un gars comme moi qui a été dans le camp Federer pour l'essentiel de sa carrière professionnelle, là, je pense que c'est assez significatif de dire qu'on pourrait le placer au sommet de la pyramide du tennis sans trop que ce soit fou de le dire. Charlotte, commentaire sur cette retraite-là de Rafael Nadal? Écoute, ça m'a fait beaucoup de peine. Je vais t'avouer, je ne m'en attendais pas là, quand je me suis réveillée cette journée-là. Il n'y avait pas nécessairement un événement ou une annonce quelconque qui se faisait, à part lui qui a juste décidé
de confirmer qu'elle allait prendre sa retraite cette année. Puis son dernier tournoi allait être la Coupe Davis. Donc, je pense que ça l'a surpris tout le monde. C'est un joueur exceptionnel qui, comme tu dis, va être reconnu comme un des plus grands joueurs de tennis de toute l'histoire. Pour moi, il fait certainement partie des 2-3 meilleurs de tous les temps avec Djokovic. C'est certain. Gagner 14 fois à Roland-Garros, vous l'avez dit, mais c'est incroyable. Là. Juste gagner un grand chelem, ta vie pourrait être complète, puis t'es reconnu comme un athlète extraordinaire dans le tennis, comme un joueur hors pair. Donc, lui, d'avoir fait ça, en plus d'avoir gagné d'autres grands chelems, d'autres tournois, moi, il m'a inspiré beaucoup. Je me rappelle, j'avais son poster dans ma chambre quand j'étais jeune, puis je le bougeais un petit peu partout, puis à un moment donné, je l'avais mis au-dessus de mon lit. Parce que ma mère, elle me taquinait, elle me dit « Ouais, la camisole, Raphaël Nadal, muscle dans ta chambre, c'est ton joueur préféré, hein? » Puis elle dit à un moment donné, il va finir au-dessus de ton lit. Puis juste pour le fun, je l'avais mis. Mais c'était une grande inspiration pour moi. Il était tellement déterminé, il était tellement passionné, il lâchait absolument rien sur tous les points, surtout. Il y a une certaine anecdote que quand tu demandes aux joueurs qui prendrais-tu pour jouer un match pour sauver ta vie, puis je pense que la plupart des joueurs répondent Raphaël Nadal parce qu'il a cette hargne, ce désir de gagner tous les points, d'être sur toutes les balles, puis je pense que c'est vraiment dans la façon qu'il a été élevé, dans sa façon d'être, de s'entraîner depuis qu'il est jeune, de compétitionner. Il y avait une fougue, une intensité que peu de joueurs ont. Puis je pense qu'il était aussi très humble, malgré tout, une très belle personnalité, très gentil, apparemment qui disait bonjour à tout le monde, que tu sois un employé, un bénévole, un fan, il essayait vraiment de prendre du temps avec tous. C'est ce que j'ai entendu ici là, pendant quand on discutait de sa retraite avec les gens qui ont travaillé au tournoi Omnium Banque Nationale dans les années précédentes. Donc, vraiment un homme qui va avoir marqué son sport. Puis, je pense que ça touche beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup de commentaires sur la vidéo qui étaient complètement émouvants en ligne. Donc, je pense que c'est le temps pour lui, par contre, avec tout ce qu'il a vécu au niveau de ses blessures. Puis, il a vraiment essayé de rester le plus longtemps possible. Moi, ça me fait un peu de peine qu'il n'ait pas fait, disons, sa sortie à Roland-Garros, parce que pour moi, c'est son tournoi, c'est mythique, c'est son endroit, c'est là qu'il a vécu ses meilleurs résultats, c'est là que les gens, c'est avec quoi les gens l'associent, la terre battue, le tournoi. Donc, je pense que ça aurait été vraiment, vraiment spécial et unique, mais rien n'empêche que peut-être l'année prochaine, il va retourner pour une dernière fois ou dans les années suivantes, je suis sûre qu'il va revenir faire un tour. Donc, ça a vraiment touché toute la planète tennis, même d'autres sportifs ou d'autres célébrités ont commenté sur la retraite de Nadal, à quel point il était inspirant. Puis, ça l'a aussi fait en sorte que là, pour la finale de la Coupe Davis en novembre à Malaga, les prix, écoute, ça monte en flèche. Je pense que j'ai vu que le billet le plus cher allait monter jusqu'à 180 000. C'est un peu la folie parce qu'on veut le voir jouer une dernière fois dans son pays. Donc, je pense que ça va être vraiment spécial comme moment. Il va sûrement avoir Carlos Alcaraz qui va être dans l'équipe aussi. Donc, beau moment à venir. Alex, on vient d'en parler. Je pense que le timing n'était pas défini d'avance par Nadal. Je pense que il est arrivé à cette conclusion-là dans les derniers mois parce que c'était trop difficile. Puis on sait que son problème au pied l'affecte dans sa vie quotidienne. Donc, il y avait un choix à faire d'être un peu handicapé pour le restant de ses jours, tout en continuant à jouer. On savait qu'il jouait sous anti-inflammatoire tout le temps, beaucoup d'infiltration et tout ça. C'est pas l'idéal de faire ça année après année. Donc, il a finalement fait cette annonce-là. Et moi, je pense que c'est quand même bien qu'il fasse sa sortie lors de la finale de la Coupe Davis, qui est à Malaga, en Espagne. Ça va être une grande fête pour Nadal. Ça va être vraiment, moi, j'ai vraiment hâte de voir. Je pense que ça va être bon pour la Coupe Davis aussi, parce que
le sentiment d'appartenance au pays va être extrêmement fort en Espagne, évidemment. Donc, c'est un mal pour un bien, je pense, dans le timing. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'engouement pour cette finale qui commence le 19 novembre. Une question tough pour vous. Est-ce que vous souhaitez une retraite de Nadal avec un trophée dans les mains? Ben oui. Je sais pas, une question tough, mais là, on prend pour le Canada, mais bon. Ben là, c'est parce que le Canada pourrait l'affronter au deuxième tour, là. Le Canada pourrait l'affronter au deuxième tour des finales. Fait que là, moi, je dis ça comme ça, là, mais ça vous pour répondre à ta question, Alex, moi, je pense que Nadal n'a pas besoin nécessairement de gagner ce tournoi-là parce qu'il est déjà dans les plus grands de l'histoire. Il a déjà tout gagné. Il a déjà gagné. Mais... Donc, qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, les gens vont l'aimer. Peu importe, les gens vont avoir des souvenirs positifs de lui puis ils vont le voir comme une légende de son sport. Donc, je pense pas que ça va... C'est sûr que pour lui, ça doit être un sentiment quand même assez spécial. Il va être vraiment fier de pouvoir aller gagner ce dernier tournoi-là pour son pays en plus. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin de tout ça tant que ça. Disons-le comme ça. Puis j'aimerais mieux que le Canada gagne. Évidemment, je travaille quand même à Tennis-Can et on travaille fort. Donc, aussi, je veux faire partie de la victoire. C'est sûr que ça va être un moment inoubliable si, effectivement, il est capable de jouer, de se rendre jusqu'au bout et de gagner. Mais mon cœur est quand même avec le Canada. Vas-tu y aller, Malaga? Non, pas cette année. Ah, pas cette année. Ben, on te le souhaite. Mettons qu'il change. On va appeler Valérie, on va dire ouais, on dit ça de même, là, mais il me semble que Charlotte, elle serait vraiment un bon atout pour vous là-bas. Là, puis là, nous, on pourrait avoir une reporter sur place là-bas. On va pousser pour toi, on va faire des appels. Là. On connaît du monde à Tennis Canada, on va faire des appels pour toi, Charlotte. Parfait, merci. Non, mais tu sais, je regardais le tableau et je me disais, imagine-tu, on jase là. Mais oui. Félix met fin à la carrière de Nadal. Tu sais, je sais pas, je dis ça comme ça, là, où, tu sais, en tout cas, c'est un point important, et moi aussi, je l'ai validé, évidemment, je l'ai abordé ce point-là, le fait que cette demi-finale est possible, peut-être même probable, même si Félix s'est retiré, là, on l'a vu aussi la semaine passée, c'est Miloš qui va le remplacer, mais cette demi-finale-là, elle est quand même possible, et c'est possible que le Canada, effectivement, mette fin à la carrière de Rafael Nadal en Espagne. Mais bon, moi aussi, j'ai le même dilemme, hein, évidemment, que notre cœur est avec le Canada, mais il y aura une espèce d'apothéose pour les fans de tennis à travers la planète si Nadal réussissait à sortir sur ce fait d'armes. Là, ils l'ont déjà gagné avec lui, la Coupe Davis, évidemment, mais ça va être vraiment une rencontre intéressante. Il joue juste pour les prévisions, il joue contre les Pays-Bas au premier tour, alors que nous, on joue contre l'Allemagne sans Zverev. Donc, encore une fois, cette rencontre Canada-Espagne en demi-finale, elle est assez probable. Oui, exact. Très probable, mais ça va être très intéressant, je pense. Que dans les deux côtés, il va y avoir des pour, il va y avoir des contre. Si Nadal gagne, je pense que avoir vécu, avoir grandi aux côtés, disons, avec Nadal comme idole, je pense que je vais avoir un petit baume sur le cœur qu'il prenne sa retraite et qu'il finisse avec un petit bonbon. Ça va être comme la cerise sur le sundae. Puis d'un autre côté, je vais être très contente pour le Canada qui, effectivement, est en pleine expansion. Les joueurs jouent bien. Encore Diallo, là, on le voit, on va en parler un petit peu plus tard. Ouais. Je pense qu'on a vraiment beaucoup de bons talents, de bonnes chances. Donc, je pense que dans les deux cas, ce serait très possible que l'une des deux nations gagne. Puis on va être content, je pense. Peu importe, là, on va trouver du positif. On en a parlé l'année dernière semaine. C'est un tableau de la Coupe Davis qui est quand même difficile à prédire, à analyser d'une manière ou d'une autre, parce qu'à peu près toutes les équipes qui sont dans le tableau pourraient gagner. Là, ben, franchement, que ce soit l'Italie, l'Australie, les États-Unis, même l'Espagne, mais ça serait un méchant scénario de film. Là, que les dernières années difficiles d'une grande légende qui termine avec le trophée dans les mains, puis celui qui, bon, ni plus ni moins, est son dauphin ou presque, là, Alcaraz qui vient l'aider à prendre sa retraite. Je veux dire, il y a un méchant scénario de film. Puis, il y a quelque chose d'intéressant que je trouve dans le cas de Rafael Nadal et de Federer qui se retire et peut-être même Novak Djokovic à moyen terme. Là, qui sait, peut-être qu'il en reste moins qu'il en restait, puis on a dit ça pour Federer et Nadal pendant longtemps, peut-être qu'on va le dire pour Djoko aussi. Mais
pendant tellement longtemps, on a cherché des successeurs à Rafael Nadal. Et on a parlé de ces générations-là perdues après, les espèces, entre guillemets, la façon de parler, mais la génération des Dimitrov, des Milos, qui n'a pas réussi à prendre le dessus sur Federer et Nadal. Et là, après ça, on se dit, OK, ben, ça sera peut-être Medvedev qui va prendre la relève. Et même s'il a gagné un grand chelem, ben, t'es comme, ouais, c'est pas encore ça. Mais peut-être qu'avec Sinner et Alcaraz, on y arrive enfin. Et le trône est prêt à être pris, si on veut, et à être remplacé. Et c'est peut-être la meilleure chose qui pourrait arriver au tennis, qui se retire alors que d'autres futures légendes commencent à s'élever. Et Carlos Alcaraz est peut-être même déjà une légende du tennis à un si jeune âge. Et Sinner aussi, peut-être d'une certaine manière, avec les résultats qu'il a connus cette année et qu'il continue de connaître. Alors, peut-être que le passage du flambeau d'une légende à de certaines légendes à d'autres légendes se fait finalement au bon moment. Je pense. Si la retraite de ces joueurs-là avait été 3, 4, 5 ans plus tôt, il y aurait peut-être un vide qui se serait créé. Et là, ben, ce sera peut-être un peu différent. Enfin, dernier élément que je veux... Dernier commentaire, c'est fou de dire que Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray, Novak Djokovic... ils sont presque, à part Novak Djokovic qui n'est pas officiellement retraité, mais je veux dire, ça va venir dans les prochaines années, c'est certain. C'est fou de dire qu'il n'y en aura plus de ces 4 grands-là. Puis là, c'est vraiment une nouvelle génération qui va embarquer. Puis justement, c'est un peu ça là, que je vois sur les réseaux sociaux. C'est à part Alcaraz et Sinner, qui va être l'autre membre du Big Three. Qui va être le compétiteur autre à Sinner puis Alcaraz, qui va être capable de rivaliser avec ces 2 joueurs qui sont les prochaines légendes du sport. Donc, il n'y en aura peut-être pas de Big Three. Je pense qu'on ne le connaît pas encore, en fait. Ben, si on voit les résultats depuis 2 ans, c'est difficile là, de voir. C'est pas Medvedev, c'est pas Rublev, c'est pas vraiment Zverev. C'est dur pour l'instant de voir. Djokovic est arrivé un petit peu après Federer et Nadal. Ouais. Federer et Nadal avaient déjà quelques grands chelems de remporter quand Djokovic s'est pointé le nez. Puis d'ailleurs, on dit toujours un peu, c'est un peu à Montréal, Djoko là, qui s'était révélé alors qu'il avait battu, je pense que c'était Roddick, Nadal. C'est intéressant de voir ça va être qui va exploser dans les prochaines années. Mais dernier élément, puis avant que j'aille au dernier élément, parce que tu m'as fait flasher sur quelque chose, Charlotte. Tu sais, tu es un peu plus jeune que nous quand même. Là. C'est sûr que tu as joué dans le tennis puis tout ça. Puis c'est un peu normal que tu sois attaché à ces joueurs-là, mais je trouve ça cool l'émotion avec laquelle tu parles de Nadal parce que c'est un peu une idole d'enfance. Tu l'as peut-être côtoyé, tu l'as peut-être croisé dans des tournois. En fait, tu l'as sûrement déjà croisé peut-être à Montréal. Je l'ai déjà croisé à Montréal. Puis moi, je suis gauchère. Donc, quand j'étais jeune, il n'y en avait pas beaucoup d'exemples d'idoles, de modèles que je pouvais avoir qui étaient gauchers. Donc, il était comme le seul vraiment dans les meilleurs joueurs au monde, dans les top 3, dans les top 5. Même chez les femmes, il y avait Kvitova, mais c'était quand même assez rare. Donc, je l'ai vraiment pris en idole. J'aimais à quel point il était déterminé. Moi aussi, j'avais un gros caractère sur le terrain. Je n'étais pas nécessairement tout le temps la meilleure au début, mais je travaillais tellement fort puis je voulais tellement gagner que c'est moi qui, finalement, a pris le dessus à travers les années. Donc, c'est vraiment comme une personne que je voulais essayer de copier puis de m'inspirer. Et de là, son poster dans ma chambre. Ben, c'est tout à fait justifié. Le dernier élément dont je veux parler de Rafael Nadal, parce qu'on en a déjà parlé plus longtemps que je pensais qu'on allait en parler, puis ben, c'est correct, il le mérite de toute façon, mais il y a une tendance que j'ai notée dans les dernières années sur les joueurs qui ont pris leur retraite. Et ça a été le cas de Federer, et c'est le cas de Nadal également. Mais il n'y a pas eu de tour d'honneur, si on veut. Tu sais, ça n'a pas été le début de la saison où on annonce, puis je ne sais pas trop quoi penser de ça, parce que je me dis, ben, d'une certaine manière, comme fan, j'aimerais peut-être ça savoir que c'est la dernière année de Nadal. Puis peut-être que les tournois aimeraient ça aussi, savoir que ça aurait été la dernière présence de Nadal, parce que peut-être que ça aurait fait, comme à la Coupe Davis, exploser les prix des billets, exploser les prix des... tu sais, je sais pas, là, exploser les foules dans les gradins, je sais pas. Mais il y a cette tendance-là de ne pas trop l'annoncer, de ne pas vouloir prendre la place ou le spotlight sur eux-mêmes. Je ne sais pas, vous pensez quoi de ça, toi, Hugues? Tu sais, comme, je ne sais pas, d'un point de vue marketing ou d'un point de vue de la légende que sont ces joueurs-là, tu en penses quoi?
Moi, j'ai l'impression, encore une fois, qu'ils vont aller le plus loin possible dans leur capacité ou leur croyance de pouvoir gagner encore. Fait que je pense que c'est ça qui motive le choix. Nadal, rappelons-le, a eu une année excellente en 2022, hein, ses victoires à Roland-Garros, à l'Open d'Australie, une remontée incroyable contre Medvedev. Je pense que ça, c'est sa dernière grande saison. Je pense qu'un joueur comme Nadal, quand il sait qu'il ne peut plus gagner au plus haut niveau, de juste faire une tournée d'adieu, c'est un peu underwhelming, je dirais. Je pense que c'est plutôt OK, je me retire au moment où je sais que j'ai tout donné, mais juste faire un tour d'adieu pour le plaisir des fans, oui, mais il y aura d'autres occasions de le souligner, peut-être en Coupe Lever ou ailleurs. Il y aura sûrement des adieux officiels à Roland-Garros au printemps prochain. Donc, je pense que c'est un choix qui est censé, en fait, puis qui est peut-être même pour le bénéfice de tout le monde. Là. Juste de faire une tournée d'adieu, c'est pas super. Moi, je pense à Agassi, là, sa dernière année, il l'avait annoncé, mais il performait bien quand même. Hein. Il s'était rendu, je pense, en demi-finale à Montréal ou même en finale. Il s'était rendu, il avait perdu contre Benjamin Becker au US Open, mais tu sais, il savait qu'il pouvait être compétitif encore, fait qu'il voulait se donner une dernière chance d'aller chercher des gros tournois. Puis je pense que Nadal ne pensait plus avoir cette possibilité-là d'aller chercher un ou des gros tournois, puis il a dit, c'est bon, je raccroche. Charlotte, t'en penses quoi? C'est sûr que gagner au plus haut niveau pour ces joueurs-là, c'est dans leur ADN. Ouais. Donc, je pense qu'au moment où est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils vont faire juste quelques tours, le corps ne suit plus, qu'ils ne pourront plus aller chercher les records, parce que rendu là, c'est un peu ça le but, je crois, aussi. Ouais. Au-delà de s'amuser, de compétitionner, de gagner des matchs et des tournois, c'est aussi d'aller peut-être briser les records, atteindre des nouveaux sommets. Je pense que quand ils viennent à la réalisation qu'ils ne sont plus là, exact. Ils aiment mieux se retirer et je pense qu'ils essaient jusqu'à la toute fin de se rendre jusqu'au bout avec le plus haut des niveaux et quand ils voient que c'est plus le cas, ils doivent se retirer. Aussi, là, on s'entend, Nadal, c'est très physique aussi, sa décision. Donc, peut-être que si le corps allait bien, que le corps suivait, qu'il n'était plus au top, il aurait peut-être continué encore un peu, mais je pense que c'est difficile à avaler que tu étais numéro 1 au monde, que tu gagnais des grands chelems, que tu étais le roi de la terre battue, puis que là, tranquillement, c'est plus vraiment le cas. Je pense qu'ils veulent se retirer aussi quand même au top. Donc ça, c'est un aspect quand même important. Je pense que quand tu étais habitué d'être dans les meilleurs, c'est difficile d'accepter d'être dans le top 20, dans le top 30. Je ne sais pas à quel point Nadal serait très satisfait, très heureux dans un classement comme ça. Puis aussi, je pense qu'il y a un côté très égoïste au tennis, aux joueurs et aux joueuses qui prennent leur retraite de justement vouloir le faire selon leurs termes, le faire quand ils sont prêts, que ce soit à n'importe quel moment dans l'année. On l'a vu, Nadal le fait en plein mois d'octobre, pas vraiment de raison, mais je pense qu'il en est venu à l'aboutissement que c'était vraiment la fin pour lui. Il aurait pu l'annoncer en début d'année pour les fans, pour les commanditaires, pour la télé, pour que les gens s'organisent en conséquence de peut-être venir le voir une dernière fois en tournoi et tout ça. Mais je pense qu'à la fin de la journée, il voulait voir, il n'était pas certain. Puis il l'a fait à sa manière. Puis je pense que ça, c'est très typique des joueurs de tennis. Je ne parle pas nécessairement de Nadal, mais je pense qu'ils vont s'essayer jusqu'à la dernière seconde. Puis à un moment donné, ils vont tirer la plug, comme on dit. Puis je pense qu'effectivement, c'est pas comme, par exemple, au hockey, ils vont dire c'est ma dernière saison avec le Canadien, après ça, je prends ma retraite ou des choses comme ça. Je pense qu'au tennis, c'est un peu différent, puis c'est fait de cette manière-là. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que moi, je ne m'attendais pas à ça. Puis on dirait que j'ai pas eu le temps de faire mon deuil. Il va falloir que tu ailles chez ta mère, chercher ton poster, l'amener dans ta maison, puis là, le coller au-dessus de ton lit. Mais je pense que je vais essayer, la prochaine fois que je vais être chez mes parents, je vais essayer de le trouver. Puis je vais commencer l'épisode la prochaine fois avec mon poster. Ah, ça serait bon. Ça, c'est pas game comme on dit. Mais c'est drôle, hein? C'est vraiment intéressant parce que puis c'est là que
on voit que, tu sais, Charlotte, tu as une expérience de joueuse, puis ben, Hugues aussi, à certains égards, parce que je n'avais pas pensé à ça, de dire, ouais, mais pour Nadal, ça ne voudrait pas dire grand-chose de jouer avec le 60e rang mondial, alors qu'il a été sur le top 10 toute sa carrière. Il est le plus grand champion de l'histoire. Fait que faire un tour d'adieu juste pour jouer des matchs, pour perdre au deuxième tour d'un tournoi, ça a zéro valeur pour lui. Puis ça, je n'avais pas pensé à ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis il a annoncé sa retraite parce qu'il s'est dit, ben, sais-tu quoi? Je suis plus capable moi-même de croire qu'à chaque tournoi, je vais gagner le tournoi. Il est temps que j'arrête. Puis c'est peut-être, j'avais pas pensé à ça, mais de la façon dont... Les standards sont tellement hauts quand tu as été au top comme ça, puis tu as vécu les plus hauts sommets du sport, que tu peux pas juste, je pense, Nadal peut pas juste... settle d'une certaine manière, là, pour utiliser le terme anglais. Ouais. Non, mais vraiment, ça a beaucoup d'allure, votre analyse, et c'est quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé. On va faire une courte pause. Et dans le deuxième bloc de l'épisode, on va parler d'une autre légende, Novak Djokovic, qui a affronté cette future légende, Yannick Sinner. On va parler des Canadiens aussi, parce qu'il y a beaucoup d'actualités quand même dans le tennis canadien, dans les tournois de niveau Challenger notamment. Le moment tant attendu est arrivé. Montréal à table est de retour du 31 octobre au 17 novembre. Réservez votre table au restaurant Monem sur Open Table et découvrez les plats généreux du chef Cédric Delande lors d'un souper 4 services à 85 $. Profitez d'un rabais de 30% sur votre séjour dans une suite de l'Hôtel Montville. Les suites spacieuses et modernes de l'Hôtel Montville offrent un confort exceptionnel avec des équipements de haute qualité et une vue imprenable sur la ville. Rendez-vous sur hôtelmontville.com pour avoir accès à cette offre. Telmonville, qui est toujours magnifiquement bien situé au centre-ville de Montréal. Vous avez une chance d'aller faire un tour, ben, pourquoi pas. C'est vraiment un bel hôtel, puis comme je dis, c'est super bien situé. Hugues travaille avec eux, et Charles, je ne sais pas si tu es déjà allé, mais si jamais tu dois être déjà allé, bon, tu dois coucher en ville, ben, c'est vraiment très bien. Alors, il y avait quand même un gros tournoi qui se disputait la semaine passée. D'habitude, on commence avec ça, mais là, Rafael Nadal a décidé d'attirer notre attention avec cette bombe de sa retraite. Ça se passait à Shanghai et on a eu la finale qu'on voulait avoir entre Yannick Sinner et Novak Djokovic. Un autre tournoi remporté par Sinner, une autre victoire de Sinner aux dépens de Djokovic. Commentaire, mon cher Hugues, sur cette autre victoire de Sinner qui est vraiment le joueur de l'année cette année. Ben, c'était une grosse semaine, hein? 1000 du côté masculin à Shanghai, 1000 du côté féminin à Wuhan. On va en parler après. Donc, malgré que la tournée asiatique soit tellement décalée au niveau des heures, on dirait qu'on la suit un peu moins, mais ça a été deux tournois hyper intéressants. Puis oui, cette finale vedette entre Sinner et Djokovic, bon, a démontré encore une fois que Sinner est le joueur dominant en ce moment. Victoire de 7-6, 6-3. Sinner était nettement au-dessus dans le deuxième set, et on voit que ben écoute, c'est le numéro 1 au monde, là. Ce qui me fascine en ce moment, puis je n'ai un petit peu parlé, il y a seulement 4 joueurs avant Sinner qui ont eu plus d'écart de points entre le premier et le deuxième dans l'histoire du tennis. Et c'est le Big Four. C'est Djokovic, c'est Federer, Nadal et Murray qui ont eu plus de points que lui, là, écart entre numéro 1 et numéro 2. Il y a presque 4000 points d'écart avec le deuxième, Alcaraz, en ce moment, pour démontrer à quel point Sinner a une saison 2024 qui est complètement stratosphérique, là. C'est un joueur qui est seul au numéro 1. Il y a une semaine, on en parlait ensemble, on se disait, bon, est-ce qu'Alcaraz peut rattraper le nombre de titres? Bien là, je pense que non. Je pense que la messe est dite. Ça a été une victoire là, vraiment impressionnante pour Sinner, qui sourit un peu moins de son propre aveu depuis que la question du dopage a été toujours présente autour de lui. Et on voit qu'il a l'air de moins s'amuser un petit peu, mais au niveau tennis, il est à un autre niveau en ce moment là pour tout le monde. Dans le cas de Sinner, ce qui est embêtant, c'est qu'il continue de gagner, puis à chaque victoire, ben, il va y avoir cette espèce de d'ombrage sur cette victoire, qu'elle soit justifiée ou pas, c'est une autre chose, c'est un autre débat, mais ça va lui coller encore pour un bon moment, j'ai l'impression, peut-être pour le reste de sa carrière. Charlotte, Alex, c'est 91 victoires à ses 101 derniers matchs. Vous imaginez à quel point il est dominant. 91 en 101. Là. Il perd pratiquement jamais. Ben, c'est ça qui est quand même incroyable, mais en même temps, quand tu me dis ce chiffre-là, moi, je me dis c'est quasiment inhumain. Donc, on dirait que c'est là que la question du dopage, on dirait, vient rentrer en ligne de compte encore plus. De dire comment tu fais pour enchaîner sur 100 matchs, 90% de victoires.
sans vraiment avoir l'air essoufflé ou de manière à bout physiquement. Là, il est quand même assez fin. Sinner aussi, en plus. C'est difficile de voir où est-ce qu'il va chercher toute cette puissance et cette énergie-là. Mais encore une fois, on ne sait pas. C'est encore un peu ambigu, donc j'aime mieux pas me prononcer sur le sujet. Mais c'est sûr que c'est soit très impressionnant ou bien, comme tu dis, ça fait un petit ombrage sur toutes ces victoires-là. J'ai vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui disait, en tout cas, moi, quand je fais de l'anxiété, je dis à mon thérapeute que je ne suis pas capable de fonctionner, je ne suis pas capable de me concentrer, je n'ai pas de motivation, je suis moins performant. Puis ensuite, il y a Yannick Sinner qui gagne tous les tournois et tous ses matchs. Donc, on voit un côté un peu incroyable et surhumain là, de la part de Sinner, qui est quand même capable de passer à travers tout ça, de se mettre comme dans un autre état d'esprit, on dirait peut-être quand il arrive sur le terrain, ou peut-être que, encore une fois, on ne le sait pas, on n'est pas dans sa tête, mais peut-être que ça ne l'affecte pas autant qu'on puisse penser. Peut-être qu'il se dit un peu surpuissant de tout ça, il va passer par-dessus, puis ça va se régler, ou peut-être qu'il sait qu'en fait, il n'y a rien à se reprocher. Je ne sais pas dans quelle manière il analyse la situation, mais il a l'air quand même assez calme, assez serein, pas trop bouleversé ou troublé par ce qui se passe, qui est quand même... c'est bon pour lui, on le voit dans ses résultats, il est capable d'enchaîner, puis effectivement, d'aller gagner autant de tournois comme ça, puis de prouver qu'il est vraiment le meilleur au monde en ce moment. Ça continue de me mettre ça en mots, disons. Je trouve ça... tu sais, il y a quand même beaucoup de joueurs qui jouent bien, puis quand des fois, tu as quelque chose dans ta vie personnelle qui vient te débalancer, des fois, tu pourrais avoir quelques tournois ou quelques apparitions où est-ce qu'on voit que ça se passe moins bien, mais c'est vraiment pas le cas de Sinner. Il continue d'être au top. Puis, j'ai bien hâte de voir comment ça va se terminer, tout ça. Puis, espérons qu'on passe à un autre appel, parce que pour le sport, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage dans la discussion, puis que ça vienne enlever justement un peu de prestige, puis un peu de crédit à ce qui se passe en ce moment dans sa carrière. Puis jeune, c'est la relève. La relève, il est déjà quand même un des meilleurs, mais c'est quand même lui qui va peut-être prendre le relais justement des Big Three, des Big Four. Puis j'aimerais ça que ça se règle pour qu'on arrête d'avoir cette ambiguïté-là sur le sujet. Oui, malheureusement, on va être à peu près juste obligé d'envoyer ça en dessous du tapis si on ne veut pas en parler, parce que j'ai l'impression que ça va y coller. Puis, tu sais, je le sens dans ta voix que tu es comme c'est soit exceptionnel, soit un peu douteux ce qui se passe présentement avec Sinner. Puis, c'est plate parce que s'il n'y avait pas eu ces allégations-là, Puis, tu sais, semble-t-il que la dose là, qui a été trouvée, c'est pas assez pour changer ses performances. Fait que peut-être que, tu sais, on est en train de faire quelque chose, une histoire beaucoup plus grosse qu'elle devrait être. Puis si c'est le cas, c'est vraiment, vraiment triste ce qui se passe, parce que ça va amoindrir peut-être une des saisons les plus exceptionnelles de l'histoire du tennis. Oui, mais en même temps, Alex, Jarry aussi, c'était une dose minimale, presque inexistante, puis ils l'ont suspendu pendant plusieurs mois. Donc, je veux dire, pourquoi on les suspend même si c'est une petite dose? Ça veut dire quand même qu'il y a une chance que ça ait fait un impact, que ça a eu un impact. Donc, encore une fois, c'est difficile à dire. On va laisser ça dans la main des professionnels puis de ceux qui s'occupent de la situation. Mais il y a quand même on n'en parlerait pas et ce ne serait pas sorti dans les médias, surtout que c'est le numéro 1 au monde. Selon moi, ça ne serait jamais sorti si ce n'était pas à discussion. Absolument. Intéressant. Bon, la question se pose, puis c'est plate parce qu'on va en parler presque à chaque semaine s'il gagne à chaque semaine, encore une fois. Mais il reste quand même que, bon, dans le cas de Sinner, c'est une autre victoire, une 7e, si je m'abuse, cette année. Il a 2 grands chelems en plus de tout ça. C'est quand même assez phénoménal la saison qu'il connaît. Il est sans aucun doute, peu importe ce qui va se passer d'ici la fin de l'année, le joueur de l'année sur le circuit de l'ATP. Je pense que ça, c'est gagné d'avance. On n'aura pas besoin de discuter beaucoup de ça dans le bilan de fin d'année qu'on fera à la fin décembre. Par contre, la question que je veux vous poser, moi, c'est dans le cas de Novak Djokovic. Bon, c'est encore un bon résultat, mais est-ce qu'on le reverra remporter des grands titres? Est-ce qu'il est encore capable de battre les Alcaraz et les Sinner? Charlotte, je commence avec toi.
Ben, je pense tu m'avais posé la question il y a quelques semaines, puis s'il y a une personne qui pourrait me surprendre d'être capable de revenir au top et de battre, que ce soit les Alcaraz, les Sinner, etc., et gagner des grands chelems, c'est Novak Djokovic. Juste cette semaine, je ne m'attendais pas nécessairement à ce qu'il continue de faire des finales, qu'il bat des joueurs comme que ce soit Fritz. Mais je pense qu'il continue de nous surprendre. Il n'est pas pour rien le meilleur joueur de l'histoire. Quand tu as cette position-là, quand tu as eu la carrière qu'il a eue, je pense qu'on ne peut jamais le laisser de côté puis penser qu'il ne reviendra pas en force. Puis je pense qu'il l'a montré à maintes reprises. Donc, je pense que ça va pouvoir arriver qu'il va aller chercher des victoires ici et là. Par exemple, s'il continue de jouer encore 1 an ou 2 ou 3, il va peut-être gagner un grand chelem ou un gros tournoi ici et là. Je ne l'enlèverai pas de la question, mais est-ce qu'il va constamment les battre et rester dans le top 3? Non. Tu penses la même chose? Ben, quelques points, je suis d'accord avec Charlotte. Je pense, bon, on savait tous que son objectif majeur, voire unique en 2024, c'était la médaille d'or olympique. Il l'a eu. C'est toute son énergie, son calendrier, son planning était fait autour de cet événement-là. Il l'a réussi. Et on en parle depuis plusieurs mois, voire années. Ce qui intéresse Djokovic maintenant, c'est de plier la question du livre des records sur tous les points importants. Et il en reste une coupe. Il va vouloir aller chercher son 100e titre. Il est à 99. Donc, je pense que le 100, il le veut. C'est une motivation pour lui. Il serait à 3 de Federer. Exact. Peut-être qu'il voudrait aller à 104, effectivement, parce que c'est encore un argument pour Federer comme plus grand de tous les temps. Il y a plus de titres, même si c'est des titres souvent moins importants. Il y a beaucoup de 250 Federer, on le sait là-dedans. Mais Connors en a 109. Exact. Puis après, il y a le fameux 25 au niveau des grands chelems, mais il veut, même si Margaret Court, c'est avant l'Air Open, ça n'a pas le même impact là, que les joueurs durant l'Air Open, mais je pense que le 25, il le motive aussi. Donc, moi aussi, je ne serais pas surpris dans les 2 prochaines années qu'il y ait peut-être chercher d'autres gros chiffres pour le livre des records. C'est intéressant, ça. Donc, tu dis, attendons un peu. Il reste encore des sources de motivation, celles qu'il plaque son nom partout dans le livre des records. Et ça, ce serait du typique Djokovic. Je veux dire, je vais fouiller dans mes dernières ressources d'énergie pour aller plaquer le plus de records possible. Et c'est pas sur une base semaine après semaine, on s'entend. Là. Il va encercler sur un calendrier là où il va aller chercher ce nouveau chiffre-là et il va aller pour ça, mais c'est pas semaine après semaine et tournoi après tournoi. On peut-tu vraiment gager contre lui en Australie? Je veux dire, il est indéfendablement le plus grand champion à Melbourne. C'est même pas comparable. Là. C'est dans la catégorie des Nadal à Roland-Garros, Djokovic en Australie. Maintenant, ce ne sera pas simple parce qu'il y a des Alcaraz et des Sinner qui vont se poser sur sa route, mais sans dire que c'est des comparables vraiment typiques, là, mais en fin de carrière, on en a vu des gars qui sont sortis de nulle part pour aller chercher des titres. Federer et Nadal en sont de toute façon les exemples qu'on a vus, et que ce soit des Pete Sampras, c'était une autre époque, ils prenaient leur retraite un peu plus tard, mais on en a vu des joueurs des Agassi aller chercher, quand on était past prime, là, pour utiliser l'expression. Alors qui sait, ce sera peut-être le cas de Novak Djokovic, mais je trouve ça intéressant, Hugues, l'angle que tu apportes sur Novak Djokovic. Allons du côté des femmes, il y avait un autre tournoi 1000 du côté de Wuhan, et je ne sais pas si vous avez vu ça, je ne sais pas si vous écoutez visiblement, moi, j'écoute beaucoup trop de podcasts de tennis, là, en plus d'en faire un, mais celui de John Isner puis toute la gang des Américains, là, John Isner disait que quand il avait joué à Wuhan, c'était le pire tournoi sur la planète et que la seule chose qu'il retenait, c'est que sa chambre d'hôtel était belle, mais que le tournoi à lui était vraiment pas spectaculaire. Cela dit, Sabalenka, elle, s'est imposée une fois de plus en reine à ce tournoi-là. Commentaire, Charlotte, sur cette victoire-là d'Aryna Sabalenka, qui a quand même battu Coco Gauff et Zheng à la maison pour remporter un autre titre cette année, un 4e. Oui, un super tournoi encore pour Sabalenka qui est vraiment en feu. Là. Elle a eu quand même deux matchs en 3-7 contre Gauff, en 3-7 contre Putintseva, en 3-7 contre Zheng en finale. Donc, Siniakova, même au premier tour, c'était pas banal non plus. Là.
une grosse victoire aussi. Donc, je pense qu'avant, elle était un petit peu plus irrégulière. Il y avait beaucoup de matchs en 3-7 parce qu'elle allait finalement l'échapper émotionnellement. C'était assez en montagne russe. Puis là, je la sens vraiment d'attaque. Je la sens concentrée, évidemment extrêmement puissante. Elle est capable de faire beaucoup de choses aussi. Ce que j'aime beaucoup voir sur le terrain. Elle semble avoir une bonne équipe autour d'elle. On voit son copain aussi très, très présent. Donc, je pense qu'elle est vraiment dans un bon état d'esprit. Puis, elle se rapproche aussi tranquillement de Swiatek là, dans le classement. Puis ça, c'est quand même assez intéressant à voir parce que justement, on se disait, bon, ben, Swiatek en tête de liste, puis difficilement rattrapable, à rattraper par Sabalenka tranquillement. Donc, je pense que ça, c'est très bien pour le tennis féminin aussi, cette petite rivalité-là, cette petite compétition quand même saine là, qui va s'entamer entre les deux. Mais je suis très contente. Je pense qu'elle joue un bon tennis, c'est une bonne modèle aussi, je trouve, pour les autres joueuses. Elle a une belle personnalité, elle est agréable, elle fait des blagues, elle se prend pas trop au sérieux. Donc, ouais, encore des bonnes victoires. Elle est capable d'enchaîner, ce qu'on sait qui est pas facile là, des fois sur les tournois, surtout en fin d'année, de voir qu'elle a encore de l'énergie comme ça, là, puis de la motivation. C'est très positif. C'est un tournoi qui lui va bien, le tournoi de Wuhan. Elle est non seulement 3 fois championne de ce tournoi-là, mais elle est invaincue à ce tournoi-là. Elle l'a joué 3 fois, elle l'a remporté 3 fois. Commentaire, Hugues, sur cette autre victoire qui ajoute à cette saison exceptionnelle de Sabalenka, comme Charlotte l'a dit. Ben, je vais rebondir sur le point de Charlotte, qu'elle se rapproche du premier rang. Non seulement elle s'en rapproche, mais elle est à moins de 70 points de Swiatek. Et moi, je fais la prévision très, très audacieuse tout de suite qu'elle va être numéro 1 mondial dans très peu de temps et que ça va être une super numéro 1 pour le tennis, pour toutes les bonnes raisons que Charlotte a évoquées aussi. Donc, ouais. Mais on l'a toujours dit, je ne veux rien enlever à Swiatek, mais c'est vrai qu'elle a comme un déficit de charisme, mettons. C'est pas. C'est une des plus grandes joueuses de son époque, mais c'est quand même pas. En tout cas, je ne sais pas trop comment dire ça sans que ça sonne trop. Elle n'a pas la même personnalité que Sabalenka. Elle est plus colorée, plus attachante, tandis que l'autre est plus réservée. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'il y en a beaucoup qui aiment Sabalenka, puis son humour, puis sa personne. Mais ce qui est intéressant, ce qui la rend aussi attachante, au-delà du côté que ses émotions sont très visibles sur le terrain, et ça, on aime beaucoup ça, ben, c'est qu'on l'a vu évoluer comme joueuse depuis 3-4 ans, où justement, elle pouvait s'effondrer, son service pouvait la lâcher complètement, comme une certaine Coco Gauff en ce moment, mais ça, c'est un autre sujet. Ouais, elle a fait un commentaire en plus là-dessus disant qu'elle comprenait ce qu'elle vivait en ce moment, puis qu'elle est passée par là, puis que c'est pas facile. Exactement. Fait que ça la rend attachante aussi. Donc, on a vu une grande athlète pouvoir, qui était déjà top 5 mondial il y a 4 ans, mais là, qui a réussi à passer à un autre niveau, à sera numéro 1. Donc, c'est une très belle histoire de persévérance et de réussite et de trouver des solutions pour s'améliorer, même quand on est déjà près du top. Donc, moi, j'aime beaucoup son histoire à Sabalenka là, pour se rendre là où elle est. Et je pense que ça va être une numéro 1 qui va être bonne pour le tennis. Ben, 100%. Et moi, j'aime que Hugues Léger soit allé d'une prédiction sans que je l'ai mis sur le spot, parce que je sais que c'est pas son moment favori quand je demande des prédictions. Et là, il est tellement sûr de sa shot qu'il est allé d'une prédiction. Mais regarde, vu que Hugues s'est lancé lui-même en dessous de l'autobus, Charlotte, est-ce que Sabalenka va terminer au premier rang mondial à la fin de l'année? D'ici la fin de l'année, c'est difficile à dire, mais je pense que oui, elle va devenir première parce qu'elle est tellement proche. Puis aussi, Swiatek s'est retirée d'un tournoi. Je ne sais pas si elle va nécessairement jouer tous les tournois d'ici la fin de l'année. Je ne sais pas comment elle se sent. Elle s'est séparée de son entraîneur aussi. Donc, je pense qu'il y a quelques questionnements qui poussent à croire peut-être que Sabalenka est peut-être plus stable en ce moment, peut-être une meilleure lancée. Puis, ça ne m'étonnerait pas, non, que Sabalenka ait d'autres bons résultats dans les prochaines semaines puis prenne le dessus sur Swiatek, qui est peut-être un petit peu plus vers la pente descendante. Puis, je pense que ça serait bien aussi, ça donnerait un autre momentum. Ça motiverait Swiatek d'une autre manière aussi. Puis,
quand le niveau monte comme ça, pour tout le monde, je pense que c'est bon sur le circuit, puis ça amène du bon spectacle pour le tennis féminin. Moi, je trouve ça super important, puis peut-être qu'on va avoir des nouveaux fans aussi de Sabalenka qui va être numéro 1, donc je pense que c'est peut-être du positif, puis on n'enlève pas Swiatek de la question non plus de la course à la numéro 1 si jamais elle perd son statut. Donc, je pense que ça peut être intéressant et je pense que oui, Sabalenka va être numéro 1. Mais je pense qu'on n'aura pas la réponse avant les finales de la WTA parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucune des joueuses qui va jouer beaucoup de tournois, à moins qu'il y ait des demandes des commanditaires, peut-être. Des fois, il y a certains joueurs qui vont aller jouer des tournois en fonction de quels commanditaires des associations avec certains tournois. Là. Ça peut jouer dans la balance. Mais il ne reste plus de tournois 1000. Il reste 1 ou 2 500, là, si j'ai bien regardé l'horaire. Mais pour le reste, ce sont des plus petits tournois. Et de façon générale, les meilleurs joueurs, les dernières années, n'ont pas joué énormément de tournois de plus bas niveau à ce temps-ci de la saison. Je pense qu'on va se reposer au final de la WTA. Et qui sait, peut-être que la place de numéro 1 mondial jouera en finale. Ça serait super. Ça serait super pour vrai d'avoir la place de numéro 1 mondial de fin d'année pour les finales de la WTA. Voilà. C'est vraiment un bel enjeu. On va faire une courte pause de notre côté et en revenant, on va parler finalement des Canadiens qui jouaient des tournois, des résultats bien intéressants. Ça paraît qu'on est vraiment des vrais fans de tennis parce que souvent on dit qu'à ce temps-ci de l'année, il y a un petit peu moins d'actualité. Et là, on n'a pas commencé le troisième bloc et on a 51 minutes de contenu de fait. Ça paraît qu'on aime ça, jaser de tennis entre amis. On va parler de tennis canadien dans le cadre de notre tennis, dans le cadre de notre chronique de l'actualité du tennis canadien présentée par Tennis Giants. Je salue Mike Gasol, notamment de Tennis Giants. D'ailleurs, j'ai vu les promos sur leur Instagram, leur Facebook, etc. Ils font bien les choses au niveau vidéo. Tennis Giants, vous avez une chance d'aller voir ce qu'ils font sur leur plateforme. Ne vous gênez pas. Bon, nous, on a la chance d'avoir une employée de Tennis Canada avec nous qui rédige de magnifiques communiqués de presse. Il y a eu beaucoup d'actualités dans le tennis canadien. On va regarder ce qui va se passer du côté de Saguenay et ce qui va se passer du côté de Calgary également. Mais peut-être revenir, Charlotte, sur les résultats de la semaine dernière parce que Liam Draxl a brillé et on a des Canadiennes, Ariana Arsenault et Kayla Cross également, qui ont connu beaucoup de succès. Oui, tu mentionnes que je travaille à Tennis Canada en tant que coordonnatrice des communications et que j'écris des magnifiques communiqués de presse, dont le dimanche de l'Action de grâce. Donc, si vous ne l'avez pas lu et vous souhaitez me faire sentir que je l'ai écrit pour toutes les bonnes raisons, vous pouvez aller le lire sur le centre de médias virtuels de Tennis Canada. Donc voilà, c'est dit. Si vous voulez plus d'informations, on va vous en parler maintenant, mais c'est tout sur papier. Donc, cela dit, c'est Liam Draxl qui a gagné le tournoi à Edmonton, un tournoi qui est là depuis 2 ans seulement. C'est la 2e édition de ce tournoi-là, présenté par Banque Nationale. Puis, c'est Liam Draxl, tant en simple qu'en double, qui est allé chercher les titres. Donc, quand même, une très bonne semaine pour Draxl. On sait, il joue bien, il monte tranquillement. Donc, c'est super encourageant pour lui. Puis là, il y a effectivement Calgary cette semaine. Donc, un autre, en fait, un ATP Challenger. Donc, ça va être très intéressant à suivre aussi. Du côté des femmes, c'est Ariana Arsenault qui a fait la finale chez les filles. Elle avait un wildcard, si je ne me trompe pas, donc quand même une très belle performance pour elle qui est entrée dans le tableau puis qui s'est rendue jusqu'en finale, qui a perdu en 3-7 contre Julie Belgravert, qui est en fait la fille de Noël Van Letum, qui est la chef de la direction du tennis féminin à Tennis Canada. Donc, voilà. Puis, il y a aussi Kayla Cross
qui a gagné le double chez les femmes avec une partenaire américaine. Puis je pense qu'elle défendait son titre. Si je ne me trompe pas, elle avait gagné l'année passée également. Donc, elle aussi qui connaît une bonne saison. Elle avait gagné 2 titres à Canada et ITF W35, donc avec Ariana Arsenault, justement. Donc, on voit quand même des bons résultats du côté des femmes, des joueuses canadiennes, puis c'est très encourageant pour la suite. J'ai mentionné Calgary, je vais mentionner aussi Drummondville qui s'en vient, puis je pense qu'on peut même acheter des billets pour y aller, donc voilà, une bonne semaine pour nos Canadiens. Puis chez les... j'espère que je n'oublie pas personne. De mon communiqué de presse, il était quand même dimanche, donc... Entre la dinde et les attaquants. C'est ça, exactement. En fait, on apprécie que Charlotte sorte d'une journée de congé pour pouvoir aller écrire un communiqué de presse en dit long sur sa passion. Côté Calgary, il y a Vachek Pospisil qui va être là. Hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Les résultats n'ont pas été super probants de ce côté-là. Alexis est là également du côté de Calgary. Il pourrait s'affronter d'ailleurs assez rapidement dans le tournoi, ces deux-là. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner du côté de Pospisil parce que, bon, c'est ça, les résultats n'ont pas été incroyables. Et Alexis a connu une saison correcte ici et là. Et tu parlais de Kayla Cross tantôt, je vais quand même rappeler que c'est la finaliste à Granby cette année. Et dans le cas de Liam Draxler, je regardais le tableau qu'il a fait. Il a battu un de tes amis. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un de tes amis. En tout cas, tu l'as connu pendant longtemps, ce qui était au Centre national, pas mal dans les mêmes années que toi. J'ai l'impression Nikais Mwamba, qui est allé jouer dans les collèges américains. Un beau et grand garçon que j'aime beaucoup. Nikais, c'est un gars que j'ai côtoyé à l'époque avec Félix Auger-Aliassime. Un des meilleurs amis de Félix. Il voyage même dans les dernières semaines. Il a voyagé beaucoup avec Félix, je pense, en tant que hitting partner, ami, supporter. Donc, on le voit encore pas mal. Intéressant. C'est pour ça que Charlotte fait partie du podcast parce qu'elle a les informations directement à la source. Je ne voudrais pas oublier de parler de Leila Fernandez, qui quand même dans les circonstances, elle aussi elle était du côté de Wuhan et elle a fait quand même une belle performance au ronde des 16 alors qu'elle a perdu contre l'éventuel finaliste Hugues. Oui, en 3-7, hein? Donc bonne semaine pour Leila, là, ce 8e de finale. Elle s'est retirée par contre cette semaine. Mais Leila, encore une fois, un petit peu comme Félix en saison, en dents de scie, pas beaucoup de séquences. Donc c'est un peu les commentaires qu'elle faisait à l'issue de son tournoi, mais elle était quand même très contente de sa performance. Et une demi-finale en double, donc 8e en simple et demi-finale en double, c'est quand même une semaine très satisfaisante pour Leila Fernandez. On va devoir préparer beaucoup d'entrevues pour l'épisode de fin d'année parce qu'on n'aura pas beaucoup de débats sur les joueurs de l'année. Les joueurs, tu sais, c'est assez clair cette année. Là, je pense que Leila va être définitivement la joueuse canadienne, à moins qu'on ait du côté du double. Si on décide de mêler les deux, ça pourrait peut-être rendre le débat intéressant. Du côté des hommes, je pense que ce sera Félix par défaut, là, mais non, t'es pas sûr? Félix, c'est sûr, on s'entend, c'est le mieux classé. C'est lui qui a probablement eu les meilleurs résultats là, avec Madrid sur terre battue, 4e tour contre Alcaraz à Roland-Garros, la médaille de bronze en double mixte aux Olympiques. Mais je pense qu'il y a aussi Diallo avec sa percée quand même assez spectaculaire cette année. S'est qualifié pour un grand chelem pour la première fois. Il y a aussi s'est requalifié ensuite au US Open, puis a gagné, s'est rendu quand même assez loin dans le tableau avant de perdre contre Tommy Paul. Puis là, encore cette semaine, des bons résultats. Donc, je pense il y a une certaine mention, un petit astérix, je pense, à couvrir pour Diallo qui monte quand même assez rapidement là, sur le circuit professionnel chez les hommes. Des fois, ça peut prendre plusieurs années. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent bien. C'est très compétitif. Puis à un jeune âge comme ça, là, je pense qu'il y a 22 ou 23, c'est rare de voir des percées aussi rapides et impressionnantes en sortant de l'université. Donc, je parlais de Pospisil tout à l'heure. Elle pourrait affronter Galarneau au 2e tour. ce soir. Ce soir? C'est ce soir. Le match est déjà... OK, je n'avais pas vu que Galarneau avait déjà gagné son match au moment où on enregistre
le podcast. Alors, ça va être intéressant. Si je ne me trompe pas, là, je pense bien que c'est ce soir à 8h. Ça se peut. J'ai regardé le tableau, je n'ai pas regardé les résultats comme tels. Mais ça va être intéressant parce que je pense que ce serait un bon timing pour Alexis de mettre Pospisil sur son tableau de chasse. Parce que Pospisil, comme on en parlait tout à l'heure, c'est pas la saison rêvée, là, même loin de là. Je vous rappelle le tournoi de Saguenay également. Vous voulez aller faire un tour dans ce coin-là, il y aura Carson Renstein, Stacey Fong et Victoria Mboko qui vont y être notamment. C'est des beaux espoirs canadiens. Et Carson, qui sait, peut-être pourrait aller jusqu'au but. Elle a certainement le talent pour le faire. Elle a eu d'excellents résultats en Challenger cette année dans ce type de tournoi-là. Alors, qui sait, et en plus, c'est une amie de Charlotte, alors pourquoi pas aller encourager une amie de Charlotte. Et Hugues, avant qu'on se quitte, tu sembles avoir un dernier point. Non, je veux juste dire, Diallo a quand même battu Borna Koric là, dans son 250 là, au Kazakhstan, donc ça se passe bien pour lui. Gabriel, encore une fois, qui tourne autour de la 100e position. Il est 100e mondial, il est 118e mondial en ce moment, mais il se retrouve maintenant en quart de finale. Donc, très bonne semaine pour Gabriel. Je suis d'accord avec Charlotte. Il y a une émergence de Gabriel cette année, on le sait, son US Open a été exceptionnel. Donc, il est sur une bonne lancée. Puis je pense que autant avec Sabalenka, je me suis commis pour le mettre numéro 1 sous peu. Je pense que Gabriel va s'installer de façon durable dans le top 100 là, en 2025. Il est à ça d'être du tableau principal en Australie. Ouais. Là. Alors, on verra qu'est-ce que ça va donner, mais peut-être qu'il va ramasser assez de points pour aller chercher un classement suffisamment intéressant d'ici la fin de la saison et le début là, de la saison prochaine, peut-être dans le premier ou deux tournois, là, pour aller chercher assez de points pour peut-être faire partie du tableau principal de l'Australie directement. Un dernier mot sur Kyrgios, mon cher Hugues, avant qu'on se quitte. Ben oui, Nick Kyrgios qui annonce un retour en vue de l'Open d'Australie. Il dit, écoute, j'ai prouvé que je pouvais battre tout le monde. Maintenant, j'aimerais bien que les gens qui me critiquent soient réduits au silence et j'aimerais donc aller chercher une victoire en Grand Chelem. On sait qu'il a été finaliste à Wimbledon, donc il revient avec un très, très gros objectif. Mais bon, on verra s'il réussit. Mais moi, je suis content qu'il revienne parce que Kyrgios attire beaucoup d'attention sur le tennis au niveau des fans, au niveau des médias. S'il joue bien, c'est un plaisir de le voir jouer, extrêmement divertissant. Donc, histoire à suivre le retour de Kyrgios là, pour l'Open d'Australie. Il a fait un genre de mini-retour en marge du US Open alors qu'il a joué à l'UTS. Bon, ouais. Je pense que Nicolas n'est pas là parce qu'il serait fâché qu'on parle de ça, mais moi, j'ai écouté son match. Et là, tu vas me dire, ouais, mais c'est encore plus un showcase, une exhibition qu'un vrai tournoi. Les gars ne le prennent peut-être pas encore autant au sérieux. En fait, il faudrait leur demander à eux. Mais je l'ai vu servir. Et son service est à point. Et... il est talentueux. Ça, on ne pourra jamais lui enlever. C'est un des joueurs les plus talentueux. Il a des mains là, magiques, Kyrgios. Et il a une première balle. Écoute, pense qu'il a... Je pense pas que je me trompe en disant ça, mais il a un des meilleurs services de l'histoire du tennis. Ça n'a aucun sens comment est-ce qu'il peut servir des bombes, là, Nick Kyrgios. C'est intéressant, cela dit, qu'ils disent « Je veux gagner un grand chelem et je veux faire taire mes détracteurs. » Parce que pour l'essentiel de sa carrière, il a dit « Je m'en fous, moi. Je veux pas être un Federer. Je veux pas être un Nadal. C'est pas important pour moi. Pour moi, le tennis, c'est mon gagne-pain. Je suis vraiment bon au tennis, puis je m'en sers pour gagner ma vie, puis bien gagner ma vie. » C'est un changement de discours intéressant dans le cas de Kyrgios. Oui, effectivement, Alex, mais je pense que c'est à point avec le temps dans sa carrière qu'il a pris peut-être une pause, puis qu'il a peut-être réalisé hey, moi aussi, j'aimerais ça, moi aussi, je suis capable, puis peut-être que ce temps-là, justement, il m'a fait du bien, puis maintenant, je veux aller jusqu'au bout, puis les gagner, ces tournois-là, pas juste être un bon joueur du top 10, du top 20. Donc... Je l'écoutais, sans dire que je suis un grand fan de cet animateur-là. Je dois avouer que quand même, je l'écoute assez régulièrement parce que ça fait des bons shows, des bons débats intéressants. Mais je ne sais pas si vous connaissez l'animateur Piers Morgan qui a travaillé longtemps aux États-Unis et qui a son propre show maintenant sur Internet. Il a reçu Nick Kyrgios dans une entrevue, un peu de type podcast pendant 1 heure. Et sur cette entrevue-là, Nick Kyrgios disait qu'il regrettait certains éléments de sa carrière et qu'il comprenait maintenant que la maturité. Il avait un rôle à jouer en tant que modèle, ce dont il semblait
se foutre pour l'essentiel de sa carrière, pendant un bon moment de sa carrière. Puis, tu sais, je ne sais pas si je devrais révéler ça, mais moi, je sais que je l'ai déjà vu dans un restaurant très tard à Montréal, alors qu'il jouait le tournoi. C'est pas le plus sérieux, puis je pense que lui-même, il l'avoue, puis il a 29 ans, donc je pense qu'il réalise peut-être qu'il y a peu de temps devant lui, puis c'est le temps d'agir, d'aller chercher ses opportunités. Je peux révéler le restaurant, c'était un McDonald's. Et je peux vous dire que c'est le genre de restaurant où tu vas après avoir festoyé. En tout cas, à cette heure-là. Alors, il jouait le tournoi. Là. Alors, ben voilà. Là, Alex, avant qu'on se fasse détester sur le podcast, on va... Ouais, c'est ça. Avant qu'on reçoive une mise en demeure de son agent, il vous dit, avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Ce sont que mes yeux vus. C'était déjà il y a quelques années. Mais enfin. Ben voilà. Je vous remercie pour cet excellent épisode, encore une fois, Hugues et Charlotte. Et Charlotte, ça me fera plaisir de te donner le traditionnel mot de la fin. Bon tennis, Alex. Bon tennis, Hugues. Bon tennis, tout le monde.